Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. De retour avec la deuxième partie de notre exposé sur le crocodile et le scorpion. Toujours avec histoire politique récente et processus de réforme en RDC après les élections. Les résultats consacrent la victoire de Joseph Kabila, 58,05%, sur Jean-Pierre Bemba, 41,95%. Le premier s'impose à l'Est, tandis que le second l'emporte à Kinshasa et dans les provinces de l'Ouest. Ce clivage entre Est et Ouest est analysé avec finesse dans le chapitre rédigé par de Saint-Moulin. L'analyse de ce dernier nous propose une relecture éclairante des résultats des élections. Le gouvernement nouvellement élu se montre cependant incapable de traduire en actes les promesses faites en période électorale et de maintenir la paix. Dans un récent rapport, Human Rights Watch condamne les abus perpétrés en matière de non-respect des droits de l'homme au cours de la période post-électorale. Pendant les 2 années qui ont suivi les élections, il y a eu des signes inquiétants montrant non seulement que la transition démocratique du Congo est fragile, mais aussi que le gouvernement nouvellement élu restreint brutalement l'espace démocratique après les méthodes brutales et répressives utilisées par le président Kabila et ses conseillers sont emblématiques du recours à la violence pour museler les opposants. Les violentes opérations de police au Bas-Congo contre le groupe politico-religieux Bundu Dia Congo en février et mars 2008 témoignent de cette réalité. Lors d'une tentative visant à contrarier Bemba, les troupes loyales à Kabila affrontent les milices du 1er à Kinshasa en mars 2006, provoquant entre 330 et 500 victimes. En langage imagé, le succès des élections et les problèmes qui ont suivi peuvent se résumer ainsi. L'opération fut un succès, mais le patient n'est pas rétabli. Ce nouvel épisode de violence urbaine prouve à la communauté internationale, et en particulier aux architectes du processus électoral, qu'un consensus entre prétendants au pouvoir n'émergera pas nécessairement des élections, quel que soit le soin apporté à leur conception. Le combat qui a suivi a servi à recadrer les questions relatives à la motivation, au calendrier, à l'approche préconisée et à la pertinence au niveau local d'un changement politique et institutionnel. Il a montré combien le concept même de démocratie de type occidental paraît artificiel aux yeux de nombreux Congolais, certains allant jusqu'à taxer la démocratie de parfaite dictature. L'appui étranger au processus électoral du Congo renforce l'argumentation de Chabal et Dalloz selon laquelle les périodes de transition actuelles sont incapables de changer la nature de la politique en Afrique. La tenue régulière d'élections multipartites, qui est habituellement assimilée à la démocratisation, est surtout le fait de pressions extérieures. Mais la réalité du terrain montre que, dans la majorité des cas, c'est la démocratie qui a été adaptée à la logique et aux exigences du clientélisme, et non, comme on le soutient souvent, l'inverse. Gillis et Joseph font un constat similaire. La concrétisation d'objectifs de développement déterminés localement et leur durabilité dépendent au bout du compte de la nature et de la dynamique des forces domestiques, en particulier des dynamiques sociopolitiques. Celles-ci ne peuvent être ni créées ni remplacées par des agents étrangers. Enfin, Vircoulon étoffe ses avis en faisant référence aux politiques à l'échelon local. Les réformes de gouvernance constituent souvent des politiques publiques remarquablement conçues à grand renfort d'expertise étrangère, mais sans impact réel et durable, non pas parce qu'elles négligent les réalités contextuelles nationales, mais parce qu'elles ne prennent pas en compte les réalités de la petite politique propre à toute réforme. Dans un registre anecdotique, Yoka raconte que les Quinois ont rebaptisé le concept de transition démocratique en celui de transition démocratique, pour exprimer ce qui est communément perçu comme une interférence des Occidentaux dans les affaires congolaises.
Les promesses électorales n'ayant pas été suivies de résultats concrets, le vote organisé au Congo a suscité de faux espoirs et débouché sur des frustrations. Les Congolais nourrissaient de vraies attentes à l'égard de l'ambitieux programme de développement en 5 chantiers du président. Ils en sont venus à le considérer à présent comme un slogan politique, non comme un engagement à agir. Les résidents de Kinshasa, qui ne bénéficient toujours pas d'un accès à l'eau potable, disent qu'ils boivent de l'air. Les Congolais ordinaires considèrent que l'absence de progrès en matière de fonctionnement des institutions démocratiques est le fruit d'une stratégie politique adoptée délibérément par les dirigeants pour se maintenir au pouvoir au détriment des priorités sociales et économiques. Par ailleurs, la présence massive d'agences internationales de développement contribue paradoxalement à soulager le gouvernement congolais de ses responsabilités. Plutôt que de devoir rendre des comptes au peuple, le gouvernement réassigne la notion abstraite de responsabilité à ses partenaires internationaux. Zibrouk applique cette analyse au cercle vicieux qui affecte la MONUC. Plus la MONUC se renforce et plus elle se rend indispensable pour consolider la paix, ainsi qu'un minimum de bonne gouvernance, et plus il devient difficile de partir. Liégeois développe une argumentation similaire. Les dirigeants de la RDC se doivent de poursuivre 2 objectifs au moins partiellement contradictoires. D'une part, il leur faut affirmer leur autorité et démontrer à la population congolaise qu'ils exercent pleinement la souveraineté. D'autre part, il s'agit aussi de maintenir les grands bailleurs de fonds internationaux au chevet d'une république encore bien éloignée du moment où elle pourra sortir de sa situation de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. La prise en charge de fonctions dévolues à l'État par les partenaires internationaux n'est pas un phénomène circonscrit à la période de transition et à la période post-électorale. Il s'agit d'un processus qui s'est mis en place progressivement au fur et à mesure de la faillite de l'État. Sous le régime de Mobutu déjà, le Premier ministre Kengo Wa Dondo avait demandé à la Commission européenne d'endosser le rôle d'ordonnateur national. Ce faisant, la Commission avait été autorisée à prendre en charge une partie des attributions du gouvernement pour mettre ses projets en œuvre, tout en gérant les fonds directement à partir de Bruxelles. En 2001, cette demande fut réitérée par le gouvernement de Joseph Kabila dans le cadre de la mise en œuvre du programme indicatif national du 8e Fonds européen de développement. Ainsi, l'élite politique basée à Kinshasa et les gros bailleurs passent un compromis dans lequel l'État congolais faisait figure d'absentee landlord. Cet arrangement unique dans l'histoire des relations UE-pays-ACP durera jusqu'en 2007. Il s'agit d'un bel exemple de recours à un procédé qui transforme un pays en protectorat international, un procédé auquel Fiaron et Létain font référence sous le terme de Neo-Trusteeship Approach. Dans le cas de la RDC, Gauthier de Villers qualifie cette situation de régime de semi-tutelle, de souveraineté limitée et contrôlée sous l'égide des partenaires internationaux du Congo qui investissent massivement pour légitimer le pouvoir de Joseph Kabila, sans toutefois en évaluer pleinement les implications à long terme. La sécurité et le contexte politique s'améliorent. Bien que timide, ce progrès est suffisant pour identifier les secteurs prioritaires en matière de réforme. Assez rapidement après avoir été parachuté dans le bureau présidentiel, le jeune Kabila revoit les politiques de son père et renoue avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Un mois après sa prise de fonction, ces 2 institutions envoient à Kinshasa une équipe importante d'experts pour travailler sur des questions monétaires, financières, fiscales et relatives au taux de change. Compte tenu de l'absence de données macroéconomiques fiables à l'échelon national, on est en droit de se demander sur quelle base ces experts ont échafaudé leurs plans stratégiques. L'échec des politiques de la Banque et du FMI remet aussi en question la légitimité de leur implication dans la réforme actuelle. Le programme d'ajustement structurel des années 1980 cherche à établir une stabilité économique en limitant les déficits budgétaires, en diminuant le fossé entre le taux de change officiel et celui du marché noir, en améliorant la gestion du secteur public, en redéfinissant les politiques commerciales
et en créant des incitatifs pour les investisseurs du secteur privé. L'ajustement structurel n'a pas aidé à construire cette stabilité. Au contraire, la situation économique a empiré. Extrême pauvreté, augmentation du nombre de sans-emploi. Le développement de l'économie informelle qui permet à la majorité des Congolais de survivre aujourd'hui est la conséquence des politiques de nationalisation de Mobutu, mais surtout de l'échec du programme d'ajustement structurel. En se basant sur l'expérience acquise dans d'autres pays en période post-conflit, ces institutions conseillent, poussent du coude et assistent le gouvernement afin qu'il établisse une feuille de route et un calendrier pour la mise en œuvre des politiques de réforme structurelles et sectorielles. Les acquis de cette période comprennent d'ambitieuses mesures macroéconomiques visant à faciliter et à attirer l'investisseur privé. La réforme du secteur des ressources naturelles, code minier et forestier, juillet et août 2002, la préparation d'un plan de restructuration des entreprises publiques et, enfin, des efforts visant à combattre la corruption dans le secteur public. L'objectif de remettre l'État au premier plan, qui fait partie de ce plan de réforme, constitue un avantage pour le président Kabila. Aussi, l'attitude de dédain de nombreux experts internationaux et directeurs de projets à l'égard de l'État congolais s'atténue-t-elle peu à peu. La stratégie implicite actuelle est la réhabilitation de l'État, parfois en dépit des Congolais. Toutefois, les effets pervers de politiques conçues dans les années 1990, telles notamment celles de délégitimation du pouvoir de l'État, continuent à se faire sentir. Quand, après la chute du mur de Berlin, Mobutu ne sert plus à rien aux yeux de ses alliés occidentaux, ces derniers mettent fin brusquement à toute forme d'appui à l'État zaïrois. Ils canalisent alors l'aide via les organisations non gouvernementales et les agences des Nations Unies. Ce changement donne lieu à une approche projet destinée à remplacer l'action de l'État jugée corrompue et inefficace. Même si l'aide, depuis 2001, est essentiellement une aide budgétaire et une aide programme, la critique de l'approche projet reste pertinente. L'approche par projet souffre d'écueils. À titre d'exemple, dans le cycle du projet, les partenaires congolais sont tenus à l'écart du processus de prise de décision, en particulier en phase d'identification et de mise en œuvre. Autre exemple, les fonctionnaires qualifiés quittent, dès qu'ils le peuvent, leur administration au profit d'un travail mieux rémunéré dans un projet financé par un bailleur international. Cette approche a pour conséquence la mise en place d'une série de projets non rentables, peu viables et non adaptés au contexte local. En outre, le succès d'un projet continue à être évalué sur base des sommes dépensées plutôt qu'au vu de ses résultats concrets. La nécessité de dépenser l'argent du bailleur selon le calendrier préétabli pour le projet, la capacité d'absorption dans le jargon de gestion de projet, est une exigence surréaliste en RDC. Cette dernière, combinée à un manque de pertinence, conduit un expert de l'Union européenne à décrire le Congo comme un vaste cimetière de projets. L'approche par projet, sur laquelle se base une grande part du programme de réforme, requiert aussi que l'on travaille avec des Congolais compétents, ce qui n'est pas toujours le cas. Ces derniers, nommés points focaux, personnes ressources ou coordinateurs de projet, jouent un rôle essentiel, mais souvent équivoque, en répétant à l'envi que la main qui reçoit est en dessous de la main qui donne. Ils transforment ce qui peut apparaître comme une situation de dépendance en une situation de subtile prééminence. Les bailleurs, les agences gouvernementales internationales et les ONG deviennent en fait dépendants de ces acteurs intermédiaires de la réforme qui profitent de leur position de pouvoir relatif pour satisfaire leur agenda personnel. Les projets continuent d'être déviés de leur vocation par ceux que la perspective d'une réforme ou d'un changement véritable risque d'affaiblir. Le plan visant à associer des représentants de la société civile à la mise en œuvre de projets a également échoué en raison de la prédominance des acteurs de l'État. Dans sa contribution consacrée à la société civile et à la restauration de la paix, Bilac décrit comment les acteurs de la société civile n'ont pas été à même de vaincre la résistance au changement affichée par l'État congolais.
les autorités congolaises s'y prennent pour étouffer astucieusement les initiatives de réforme, sans toutefois les asphyxier totalement. L'objectif est double. Il s'agit de garder les réformes en vie pour obtenir des fonds, maintenir des relations défendables avec les partenaires étrangers, rester dans le train du processus et en même temps de les ralentir, les bloquer, voire les saboter. Karel de Gucht, le ministre belge des Affaires étrangères, a probablement bien compris cette subtilité lorsqu'à Kigali, en octobre 2004, il a fait la déclaration provocante « J'ai rencontré au Congo peu de responsables politiques qui m'ont laissé une impression convaincante. » Mamadou Diouf traduit cette subtilité à l'aide de l'image suivante. Les poissons ne peuvent pas voter un budget pour l'achat des hameçons. Si de véritables réformes se mettaient en place, de nombreux responsables et intermédiaires congolais ne seraient plus d'aucune utilité et ne pourraient plus prélever leurs commissions. Aussi, ces derniers se plient-ils au jeu d'œuvrer pour les réformes, tout en s'assurant de ne pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. Dans une analyse finement menée des modèles émergents de gouvernance et d'identité, Ray Makers résume les perceptions qu'ont les Congolais du changement sous le paradoxe suivant. Pour rester nous-mêmes, nous devons changer. C'est là un bel exemple de l'heure. Tromperie, médiation, appropriation et rejet, concepts clés qu'avance Bayard dans son analyse de l'extraversion, sont donc applicables aux relations tissées entre le Congo et l'Occident. L'extraversion fait référence ici aux formalités récurrentes de l'action qui, sur le long terme, ont caractérisé les relations entre l'Afrique et le reste du monde tout au long du XXe siècle. Si de nombreuses politiques de réforme sont pertinentes au niveau théorique, rares sont les cas où leur mise en œuvre est couronnée de succès. L'équilibre entre la dimension utopique du désirable et celle pragmatique du réalisable n'est pas atteint. Les gens sont habités par un mélange étrange d'espoir et de découragement, tout en attendant une participation politique, une amélioration des infrastructures, un accès aux soins de santé et à l'éducation, et la jouissance du bien-être associé à la modernité. La contribution de Zachary dénonce un effet secondaire des opérations de restructuration de la dette qu'il qualifie d'outrageant sur le plan social. La dette extérieure rogne près d'un quart des revenus du pays et représente davantage que les budgets d'éducation, de santé et d'agriculture réunis, ce qui hypothèque lourdement le développement social des populations. Les analyses critiques du Code minier et du Code forestier que font respectivement Mazalto dans ce volume et Tréfond, 2008, révèlent un large fossé entre la théorie et la réalité sur le terrain. Le manque de capacité administrative pour gérer les clauses stipulées dans les contrats de concession est un exemple parmi d'autres. L'incapacité des acteurs de la société civile congolaise d'assurer la médiation entre les opérateurs du secteur privé, les populations locales et les autorités administratives en est un autre. À suivre, merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.